Téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice Démocratie. La démocratie africaine est-elle piégée par la démocratie occidentale sous le prisme du mimétisme? La question se pose quand on sait que l'Afrique a produit la charte de Kouroukanfouga, c'est-à-dire la démocratie 5 siècles avant la Révolution française de 1789. Et puis, il y a l'alternance au pouvoir, justement, mettre le Fouta théocratique. Pourtant, ces valeurs de civilisation et de démocratie, aujourd'hui, sont reléguées au second plan. Pourquoi cette problématique? Et pour parler justement de la démocratie africaine, de la tradition à la modernité, j'ai pu devoir recevoir ici même, au plateau de la télévision nationale, M. Ibrahima Béourougui. Il est constitutionnaliste chargé de communication au ministère de la Justice. Avec lui dans cette émission, Dr Ouba Banassé. Il est le coordinateur du cercle de réflexion, tradition, développement. Il est écrivain, justement, il est avec nous dans cette émission Justice et Démocratie. Avec ces deux éléments, nous allons tenter de camper cette problématique à la modernité quand on parle de la démocratie africaine. Alors, chers invités, vous êtes les bienvenus. Merci. Alors bien, je vais commencer par Dr Banassé. Je pense que vous êtes auteur d'un livre Tradition et modernité. Quand on regarde aujourd'hui la démocratie africaine, on a comme l'impression qu'il y a un piège et que nous n'agissons que sous le prisme justement de la vision, de la démocratie, de la pensée occidentale. Pourtant, nous avons eu nos propres valeurs de civilisation et qui pouvaient justement être intégrées, n'est-ce pas, dans la démocratie africaine. Est-ce que cette vision étriquée, elle est juste ou comment vous la percevez, docteur? Très bien. Merci bien, M. Dubéli. Et merci aussi du plaisir que vous m'accordez de pouvoir échanger avec nos compatriotes, de téléspectateurs, un certain nombre de préoccupations en relation avec notre système de démocratisation. Comme vous le dites, aujourd'hui, l'Afrique est confrontée de façon générale à une problématique d'adaptation de la démocratie à ses réalités nationales. J'ai souvent coutume de dire que les crises que nous traversons sont, de mon point de vue, fondamentalement des crises culturelles avant d'être des crises politiques ou économiques. C'est parce que nous sommes éloignés d'un référentiel qui est celui relatif à l'africanité. Nous avons intériorisé l'occidentalité comme le référentiel le meilleur et unique dans tous les systèmes et face à toutes les problématiques. Or, de mon point de vue, l'occidentalité n'est qu'un modèle civilisationnel, tout comme l'arabité est un autre modèle civilisationnel. L'orientalité est un autre modèle civilisationnel. L'africanité est un quatrième et dernier modèle. Chacun de ces modèles a ses avantages, ses limites. Mais il convient de connaître quelles sont les valeurs qui fondent son modèle. En quoi il peut être compatible avec les exigences de l'évolution et du progrès, de la stabilité, de la sécurité. Mais j'ai comme l'impression qu'en Afrique, il n'y a pas eu cet effort, cet exercice d'évaluation de notre modèle civilisationnel pour l'adapter non seulement aux ambitions, aux aspirations des populations africaines. Vous pensez qu'il y a eu à partir justement des autorités africaines, des cadres africains, ou alors vous pensez justement qu'ils ont subi justement toujours la pression de la domination? Je ne sais pas si c'est une pression ou peut-être, je ne sais pas si c'est une pression ou bien un complexe ou un préjugé. Je me réfère à la politique, à l'idéologie qui avait prévalu au moment de la période coloniale, où je me réfère à cette déclaration de Delafosse qui disait, à travers le système éducatif qu'il comptait mettre en place dans le cadre de l'idéologie coloniale, il dit que nous devons avoir des Africains comme intermédiaires appartenant au milieu indigène par leur origine, mais appartenant au milieu européen par leur éducation,
afin qu'il perpétue la civilisation européenne. C'est-à-dire des auxiliaires. Voilà, juste des auxiliaires. De la pensée coloniale. Donc, toute l'école, tout le système éducatif a été donc bâti en conséquence. Le contenu des programmes scolaires a été conçu de la même manière pour être dans cette direction-là. Donc, ça, c'était une époque. Mais 50 ans, 60 ans après les indépendances, nous ne devons plus continuer à les accuser comme étant à l'origine de cette situation. Oui, mais est-ce que vous pensez, en dehors justement de ce que nous avons appris, que nous avions des réalités de proximité, des valeurs de culture de proximité que nous pouvions vendre dans le cadre de la mondialisation? Oui, bon, dans le cas précis qui nous intéresse, puisque la démocratie se fonde sur un certain nombre de principes de droit. Notamment, c'est-à-dire la démocratie est le demi-dossier de la coutume. Et très bien. Or, il est établi, je le dis sous le contrôle de mon frère et ami, que la coutume est la source du droit. Les mœurs constituent la source du droit. Donc au moment où nos élites étaient en train d'élaborer, de concevoir le type de droit qui doit sous-tendre la démocratie, on devrait faire l'effort nécessaire d'évaluer ce que nos sociétés africaines ont comme patrimoine juridique. En quoi, en certains aspects, il est bien, en quoi, en certains aspects, il est... Bon, de façon très concrète, allez-y, des faits, par exemple, j'aime entendre des faits. Si vous pouvez donner des faits d'illustration. Bon, moi je parle de ce que m'ont enseigné nos ancêtres qui disaient qu'avant l'arrivée des Blancs, qui nous ont fait connaître leur système de droit, qu'en Afrique, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait pas de commissariat de police. Pourtant, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas de malfaiteurs en Afrique, dans les sociétés africaines. Mais comment est-ce que nos sociétés africaines ont-elles pu entretenir une cohésion, une stabilité, gérer l'équilibre, sans pourtant qu'il y ait eu le système répressif du type de prison, de gendarmerie et de police? Cela veut dire qu'il y avait un certain nombre de valeurs que nous, enfin que les intellectuels, devraient s'efforcer d'identifier, de valoriser et peut-être de le compléter par certains éléments qui correspondent, enfin qui viennent enrichir ce que nous avons comme substrat chez nous. Mais j'ai comme l'impression qu'on est parti de l'idée qu'il ne faut pas réinventer la roue, les autres ont déjà tout conçu, tout est bien, il s'agit seulement de reproduire et puis tout ira bien. Bien, d'accord. M. Béa, est-ce que c'est votre approche? Et quand vous m'avez dit le sujet tradition et démocratie, tout de suite, j'ai réfléchi à certains de mes cours de droit, en anthropologie du droit, avec Jean-Jean Chevalier qui disait que le rayon de lumière qui nous vient de la Grèce n'est pas le seul qui éclaire le monde contemporain. Mais sans lui, la science et la conscience européenne, qui a touché aujourd'hui au paroxysme de cette crise, serait intelligible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus un modèle, parce que l'Europe a atteint ce qu'on appelait le paroxysme de la crise morale. La crise qui est en Europe n'est pas économique. La crise qui est en Europe, elle est d'abord morale. Est-ce que l'Afrique doit avoir pour référence essentielle l'Europe? Je dirais non. Cette civilisation n'est pas la nôtre. Il y a certaines valeurs qui ne sont pas la nôtre. Le mariage gay est accepté. Ce n'est pas quelque chose d'accepté chez nous. Et la polygamie est chez nous. Et ils parlent de monogamie, mais en réalité, la monogamie avec le mariage gay, ce n'est pas nos valeurs. Donc c'est pour vous dire que sur le plan moral, nous n'avons rien à envier, nous avons des valeurs qui ont été cultivées dans notre histoire. Revenons à l'histoire africaine. Vous avez parlé de la charte de Kourkazou. La charte de Kourkazou, tu vois, quand vous abordez des griots, ils vous disent que c'est 44 articles. Il y a tout l'arsenal juridique qui était là pour régir l'activité des hommes dans cet espace ouest africain. Tout l'arsenal juridique. Et quand je vais aujourd'hui dans les villages, que ce soit un village Loma, que ce soit un village Maléto, je vois une organisation sociale qui perdure, qui persiste, nonobstant les agressions occidentales. Je vois que ce qu'on appelle la démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple, existe dans d'autres canons. Comment il existe dans d'autres canons? Vous ne pouvez pas, dans un village Loma, aller aujourd'hui dire que c'est dans cet endroit que le chant collectif, le chant du village doit se faire, sans que toute la communauté villageoise s'y exprime.
que les femmes par leurs représentants du CSP, que les jeunes par leurs représentants du CSP, et que naturellement la gérontocratie décide finalement avec le chef qui existe. Donc la démocratie, c'est justement ça, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est cette définition qui a été donnée. Si cette définition a été donnée, ça veut dire que nous avons des valeurs partagées avec l'Europe. Oui, d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de la charte de Kurukan-Fuga. Nous savons que ce sont quelques 44 articles, justement, qui ont essayé de mettre en exergue, n'est-ce pas, le droit avant la Révolution française de 1789, donc 5 siècles avant. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, fondamentalement, l'élite africaine n'a rien fait pour valoriser cette charte au point qu'on a l'impression que la démocratie nous est importée. Qu'est-ce qui explique justement cette problématique? Le professeur Gonudek a dit à ceux qui ont écrit l'encyclopédie juridique de l'Afrique de l'Ouest, ce dicton, et je paraphrase mon frère Manassé, et il a dit à ces grands juristes africains, parmi lesquels, et à paix à son âme, le docteur Cité, il a dit que la mère du droit est la coutume. Et il dit, pourquoi passez-vous votre temps à ne voir que le code civil napoléon? Je vous rappelle que la charte de Kurukan-Fuga est du XIIIe siècle. Mais avant la charte de Kurukan-Fuga, il y avait la loi de 12 tables à Rome, qui est beaucoup plus vieille. Et c'est après que nous avons vu les différentes codifications, que ce soit en France, jusqu'à ce qu'on aboutisse au code Napoléon. Mais cela ne veut pas dire que le droit n'existait pas dans l'espace africain. Parce que dans le même espace africain, quand vous voyez l'évolution de toutes ces sociétés antiques, vous voyez que c'est la même évolution. L'institutionnalisation du père comme institution. Le père a été la première institution sociale que l'on a vue dans toutes les sociétés antiques. Le père comme une institution fondée sur l'autorité de l'homme le plus âgé. A été la première institution que vous le voyez, que vous allez en Afrique, que vous allez en Europe, ce sont les mêmes valeurs. Et ce sont ces pères qui ont fondé toutes les autres institutions, parce que le Conseil des Anciens a nommé les premiers rois et les différentes révolutions ont amené les différentes institutions que les peuples européens ont connues. Nous aussi, nous n'avons pas eu le même parcours historique. Nous n'avons pas eu le même parcours historique, mais nous voyons qu'au départ, nous avons la même évolution. La famille, pouvoir originel de la femme, institutionnalisation du pater, distinct du géniteur, pater comme l'autorité de l'homme le plus ancien du groupe, qui commande le groupe, et maintenant les groupes qui se retrouvent parce que par clan, pour former un foyer, les territoires qu'on veut conquérir, et au sein de ce territoire, il faut un pouvoir organisé, et voilà comment crescendo les États naissent. Et au sein des États, il faut organiser les institutions. Ça n'a pas été le même parcours historique. C'est pourquoi je dis qu'il a raison. Il faudrait maintenant que nous réfléchissons, nous cogitons. Et nous cogitons parce que quand vous prenez par exemple le droit de succession en Afrique, ce n'est pas le même droit de succession en Europe. Le droit de succession, c'est la famille nucléaire. Ce n'est pas la famille agnatique comme on dit en droit civil, la grande famille où la propriété est collective. La famille élargie. La famille élargie, où la propriété est collective. C'est l'homme le plus ancien qui est propriétaire de tout. Après lui, c'est plus ancien. La gérontocratie. C'est ça le droit. Mais pourquoi justement on n'intègre pas aujourd'hui? Si vous prenez la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, telle que nous l'avons justement épousée, vous ne retrouvez pas justement ces valeurs de civilisation. On a comme l'impression que c'est une espèce de copie-coller, n'est-ce pas, de la démocratie occidentale. Vous prenez nos textes de loi, vous prenez nos constitutions, tout est copié justement de l'Occident et comme ils nous tiennent compte de cette... Est-ce que ceci n'explique pas cela? Je vais venir avec l'esprit du professeur Bouba. Tous les premiers leaders africains ont fait les écoles, parce que nous avons malheureusement été colonisés. La Guinée a eu 60 ans de colonisation. Il y a eu des écoles françaises pour former des cadres pour faire la politique coloniale. Ces personnes ont été colonisées, ils ont donc été imbus de la civilisation occidentale. Et même les premiers politiciens, tous les syndicalistes et autres partis politiques que nous avons connus, c'est des gens qui ont fait les écoles syndicales françaises chez nous en Guinée, où les partis, soit communistes, soit socialistes, en tout cas français. Donc ils sont imbus des règles de fonctionnement de la 4e République française. Ce sont ceux-là qui ont créé la République de Guinée en 1950. Donc ceux-là déjà, nonobstant le fait qu'ils soient des Africains, étaient allés à l'école des Européens, imbus de cette civilisation européenne. Ils ont voulu donc créer un État. Donc pour créer cet État, ils ont voulu avoir un État, et l'État est là, il faut créer l'unité nationale. Et quand nous voyons dans nos nations, il y a plusieurs coutumes. Il faudrait donc avoir un État fort. C'est pourquoi d'ailleurs vous verrez que dans tous les États africains, à l'origine,
c'était des partis uniques. Il y avait un État central. Vous parlez justement de la période de post-indépendance. Mais avant l'indépendance, je voudrais simplement dire que tous ceux qui ont mené la conquête pour l'indépendance étaient des gens qui sont allés à l'école de l'indépendance, même si c'était des grands Africains. Mais fort malheureusement, si vous prenez la Guinée, par exemple, d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée qui a été, n'est-ce pas, le chef de file, n'est-ce pas, le levier de l'ère des indépendances, après, on n'a pas, n'est-ce pas, mis en exergue une démocratie typique ou authentique, mais plutôt ce sont les partis uniques que nous avons connus, qui ne cadraient ni avec la philosophie africaine de la démocratie, encore moins celle occidentale. C'est-à-dire qu'on a utilisé une voie intermédiaire, ce sont les partis uniques avec toute la dictature que cela recèle. Qu'est-ce qui explique cela? Nous sommes sortis du système colonial avec une idéologie qui en était le soubassement dans l'élaboration, dans la conception de toutes les institutions qui devaient assurer le fonctionnement de notre société, de notre État, de nos institutions. Bon. Et c'était ça le but qui était visé. Je rappelle, il y a un philosophe, je ne me rappelle plus, je ne me retiens plus le nom, je crois que ça doit être Platon, qui disait que lorsque vous voulez dominer et conquérir un peuple, commencez d'abord par dominer et conquérir sa culture. Donc, fort de ce principe-là, de ce précepte, on a utilisé l'école. Et c'est ce que le frère dit, c'est que les élites de nos États africains, de nos pays africains, au lendemain des sont sortis de cette école. Vous pensez qu'ils étaient moulés donc Ils étaient moulés, ils n'ont été formés que dans ça. Dans cette idéologie. Dans cette idéologie. Mais fort malheureusement, ils ne l'ont pas bien appliqué, parce que tous justement ont été perçus comme des dictateurs du côté occidental. Oui, effectivement, parce que c'était, à mon avis, c'était perçu comme étant une espèce de conflit d'intérêts, parce qu'on a pensé que si on laissait l'Afrique évoluer selon ses propres, ses propres systèmes, on risquait de perdre un peu de contrôle sur notre évolution. Bon, c'est comme ça que moi, c'est la lecture que moi j'ai eue suite à toutes les crises que nos pays ont connues. Et pourtant, lorsque vous allez d'un point de vue très objectif, les Occidentaux eux-mêmes reconnaissent que la voie que nous sommes en train d'appliquer n'est pas pour autant la meilleure. Parce que je me réfère à un livre écrit par Edgar Pisani, qui a écrit un livre « La main et l'outil », dans lequel il dit que l'Occident ne doit pas être un modèle et une référence pour les États africains. Que l'Afrique doit inventer son propre modèle et de développement, de gouvernance et de démocratie en s'appuyant sur ses valeurs civilisationnelles. Oui, mais quand même, il y a quand même une vision dominant et de dominer dans la pensée occidentale, parce que déjà au 19e siècle, Hegel disait que l'Afrique était un continent sauvage. Oui. On a même refusé que l'Afrique ait une philosophie. On a dit qu'il y a une pensée africaine et non une philosophie africaine. Les Paulin Outenji ont tenté justement de mettre en exergue une philosophie africaine, mais jusqu'à maintenant, je pense que le problème se pose en termes, n'est-ce pas, d'africanité et d'europocentrisme. Je ne sais pas. Mais j'avoue que je voudrais paraphraser un agronome français qui a dit que l'Afrique noire est mal partie. René Dumont. L'Afrique noire est mal partie. C'est une réalité, c'est ça. C'est une réalité. Nous sommes sortis de la colonisation avec une élite imbue de la civilisation occidentale. Qu'on le veuille ou pas, les travers de cette civilisation vont être ressentis. C'est vrai, c'est une réalité aussi de constater qu'on a qualifié tous ces régimes de dictature. Ce n'est pas tous les régimes. Ceux qui ont fait le jeu de l'Occident n'ont pas été traités de dictatorial. Ceux qui sont allés vers le système libéral n'ont pas été traités de dictatorial. Parce que, justement, parce qu'ils ont épousé la pensée. Non, il y avait le parti unique pourtant. Il y avait, c'est pas ils ont été des bons élèves du maître, vous l'avez dit. Je suis désolé, il n'y avait pas la séparation de pouvoir, il y avait le parti unique, mais il faisait, dans le cas de France-Afrique, beaucoup de choses qui le plaisaient, donc il n'était pas considéré comme dictateur. C'est ce que je dis, ils ont épousé la pensée du maître. La pensée du maître. Voilà. Maintenant, là, on n'est pas en contradiction. Mais quand on parle de certains comme dictateurs, vous savez, tous ces grands chefs qui ont fondé l'Europe ont été des grands dictateurs. Quand on parle
de Charlemagne, que l'on parle de Louis XIV qui a fait, je ne sais pas, 70 ans de règne, et qu'on parle de Napoléon qui aujourd'hui a laissé le code pour la postérité. Ils ont été des grands dictateurs, qu'on le veuille ou pas. Donc nos États qui étaient en création, parce que l'État était là, les outils étaient là, mais il fallait créer l'unité nationale parce qu'ils ont hérité des territoires, hérité de la colonisation, il fallait organiser à l'intérieur de ce territoire le pouvoir. Donc il fallait que le pouvoir soit fort au début. Et ces pouvoirs, il y a eu beaucoup de convictions, il y a eu beaucoup d'évolutions constitutionnelles, par exemple chez nous. Quand nous prenons la première constitution, quand nous voyons la conférence de Foulaya, quand nous voyons le 14 mai 82, il y a eu beaucoup d'évolutions constitutionnelles. Je me souviens que les premiers bâtisseurs de ce pays, les premiers bâtisseurs qui ont créé, qui ont rédigé la Constitution en 1958, ils étaient 15. Si vous me permettez, je dirai leur nom sur ce plateau parce que c'est eux qui ont rédigé la Constitution de notre pays. Ces premiers bâtisseurs sont Amori Kamara, qui venait de Massanta, Alpha Amadou Diallo, Baïché Robert, Kéfin Donzo, Ouremba Keta, Joseph Diallo, Amadou Telivel Diallo, dont le fils est d'ailleurs ministre actuellement. Il y a Nabi Moussa Souma, il y a Nyantelik Maktos, dont le fils est comment on appelle, notaire. Il y a Jean Faragé Toungara, dont le fils a une école ici. Célestine Robert, l'ancien Daniel, qui a un fils actuellement ambassadeur. Jocelyne Eugène Louis, Sambalamine Traoré et Moustapha Sano. Ce sont ces 15 premiers qui ont rédigé la Constitution guinéenne en 12 jours, sans indemnité. Et ils se sont largement inspirés de la Constitution de 58, une partie de la Constitution de 58 qui avait été rejetée, pour prendre ce qui était adaptable. Mais il faut reconnaître que ces premières constitutions avaient une première mouture qui a été débattue en assemblée plénière et il y a eu ce qu'on appelait la Constitution de 58 qui est venue. Parce que cette première assemblée était présidée par, si je ne m'abuse, c'est à l'époque, qui était le premier président de l'Assemblée nationale. Toutes ces personnes que vous voyez là sont des politiciens pour la plupart, pas des juristes. Ce sont parfois des instituteurs, des économistes qui se sont inspirés de ce qui est là pour que l'État commence à démarrer. L'État a démarré. Mais comme vous voyez, dans toute société, il y a des contradictions internes, il y a eu des convictions. Le fait qu'on a voulu même un seul mandat de 7 ans, en réalité, la première mouture, c'était un truc non renouvelable. Mais il y a eu des débats qui ont fait qu'on a, à l'article 22, on a ajouté le terme réélu. Et dans la conférence de Foulaya, c'est là où on a mis en minorité le président Ahmed Sékou, on a dit, vous ne pouvez pas être président de la République et secrétaire général. Ça veut dire qu'il y a eu des convictions, il y a eu des débats démocratiques, mais naturellement, une certaine frange a remporté et nous sommes tombés sur ce qu'on a appelé la Constitution du 14 mai 1982, qui était en adéquation avec la pratique et la morale révolutionnaire. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est clair, ce que je voudrais dire, c'est que les premiers constituants dans le Code des personnes et des libertés chez nous ont essayé de voir ce que la Constitution a comme valeur et ce que le Code Napoléon a apporté avec la colonisation. Mais, M. Djebéa, mais il se trouve qu'aujourd'hui, pour être un peu dans la dynamique justement de cette évolution, quand on parle de bonne gouvernance, on est évalué de l'autre côté. Quand on parle des droits de l'homme, on est évalué de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment est-ce que... Allez-y, allez-y. Vous savez, le nerf de la guerre, c'est là. Quand on est pauvre, ceux qui sont plus riches, ils commencent. La mère qui dort et la mère qui tend ne sont pas à égalité. Donc aujourd'hui, du fait que nous n'arrivons pas à sortir du sous-développement chronique, nous sommes obligés, nos gouvernants pensent qu'ils sont obligés de faire recours à ces bailleurs internationaux qui posent des grands problèmes qui n'ont jamais réussi, d'ajustement structurel et tant d'autres qui sont imposés à l'Afrique, qui ont été acceptés par nos gouvernements et qui n'ont pas réussi. Il faudrait donc que les intellectuels africains, aujourd'hui un sursaut parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels africains, se disent il faut que nous réfléchissions pour nos valeurs pour sortir de l'ornière de ce. Est-ce que, docteur, vous pensez qu'on est pauvre au point, justement, d'être vraiment des arrière-cours de la pensée occidentale? Bon, le concept, le terme de pauvreté est un terme relatif. On est toujours pauvre par rapport à quelqu'un, mais on est aussi riche par rapport à quelqu'un. Non, je veux parler de ce qui est, non de ce qui devait être. Oui. Il est important, à mon avis, que nous apprenions à être responsables de nos actes, de nos décisions, de nos initiatives.
sans oublier le rapport de force qui régit le monde d'aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression que d'une manière générale, les élites ont tendance à, de façon, je ne sais pas si je peux dire instinctive, à accepter tout ce qui vient de la part des autres. Je veux dire, à se soumettre. À se soumettre. Est-ce qu'il n'y a pas un complexe là-dessus? Voilà. C'est ce que je ne voulais pas dire. Il y a donc un phénomène de complexe. Il faudrait que nous puissions nous élever au-dessus de ce complexe. Avoir confiance en nous-mêmes, en nos valeurs. Et si je dis qu'aujourd'hui nous avons abdiqué, c'est parce que lorsque je vois de la manière dont notre démocratie est en train de fonctionner, moi personnellement je suis un peu perdu. Il vous suffit d'écouter les émissions interactives. Vous entendez des propos impulsifs de la part des interlocuteurs. Des propos parfois indécents, malsains. Et à la fin, il dit, ah écoutez, hein, on est maintenant en démocratie. On est en démocratie, c'est la liberté d'expression. On n'a plus peur de dire ce qu'on pense. Moi, ça me fait peur. Parce que je me dis que la liberté et comment on appelle, la démocratie n'ont jamais octroyé le droit de l'indécence dans les propos pour qu'on s'en proclame et qu'on en fasse comme un droit. Si la liberté, la démocratie a bien dit liberté d'expression, mais aussi respect mutuel. Le fait que vous ayez votre liberté d'expression ne vous octroie, ne vous décerne nullement la licence de vous affranchir des règles de courtoisie et de politesse vis-à-vis des autres. Mais aujourd'hui, au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, vous entendez des offenses qu'on fait aux autorités. Ah, tel ministre est compétent, oh, tel ministre n'a pas, il ne connaît plus, il n'a pas le niveau, etc., etc. Mais je dis que ça, de mon point de vue, au regard des valeurs de nos traditions et de nos religions, je crois que ce n'est pas une valeur démocratique. Oui, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la déculturation, la transculturation, il y a l'acculturation, il y a tous ces phénomènes qui sont entrés à ligne de compte. Voilà. Dans notre cas, vous appelez quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous l'appelez papa ou grand frère. Voilà. Mais aujourd'hui, justement, dans la civilisation occidentale, quelqu'un peut dire à son père, papa, tu manques. Voilà. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui contraste avec nos valeurs. Ah, voilà. Et il se trouve fort malheureusement, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, il y a une intégration. On a fini par intégrer des valeurs qui ne sont pas les nôtres, justement, et cela perturbe un peu l'équilibre social. Exactement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit donc les crises qui secouent les pays africains aujourd'hui sont fondamentalement des crises culturelles, avant d'être des crises politiques ou économiques. C'est parce que nous voulons fonctionner dans les valeurs des autres et non dans nos valeurs à nous. Cela interpelle les élites. Il est temps et urgent que nous puissions nous retrouver, repenser notre modèle de démocratie. Cela va passer par la formation, par l'école. La responsabilité citoyenne. La responsabilité citoyenne. Et dans ce cas, il y a trois rôles essentiels. Oui. Il y a justement le rôle que doit jouer l'État. Oui. Il y a la famille. Très bien. Et il y a la rue. Très bien. Quelqu'un a dit que l'éducation d'un peuple s'apprécie par son maintien dans la rue. Parfait. Partout où vous entendez des grossièretés dans la rue, vous en êtes sûr d'en trouver dans les maisons. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une des valeurs qui est propre à la civilisation africaine, à l'africanité en matière d'éducation. L'éducation de l'enfant n'était pas seulement l'affaire de la famille biologique dans nos traditions. Mais vous insistez beaucoup sur cette question d'africanité. Oui, vous savez que les pères de l'indépendance africaine, ils ont tenté justement de promouvoir cette idéologie africaine, l'africanité, mais ils n'ont pas réussi. Même l'Union africaine, on n'a pas réussi justement ses ambitions de départ, parce que les chefs d'État n'ont jamais regardé la même direction. Et le constat aujourd'hui, plus de 50 ans après les indépendances, on se rend compte que cette scission, cette vision, cette perception encore n'est pas l'unité africaine dans l'entendement, de l'acceptation qu'on a. C'est là où j'interpelle, je dis, après tout, c'est peut-être au moment où nos premières autorités avaient pensé qu'il fallait aller dans cette direction-là. Je me dis, le moment est venu de se retrouver, marquer un temps de pause, évaluer
Bien, on a, je vais vous dire, à un moment donné, sous le contrôle de M. Béa, on a tenté justement de marquer cette pause. Il y a eu les conférences nationales. Dans beaucoup de pays en Afrique, peut-être que la Guinée n'en a pas connu, qui ont été des cadres de discussion, mais au lieu que des compromis n'en résultent, ce sont des convulsions qui en ont résulté. Je ne sais pas. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut être clair que l'échec économique a eu un impact. Les autres. Mais Sékou Touré avait dit qu'on préférait la liberté dans la pauvreté. Mais il a dit aussi que nulle aide ne nous aide pas à nous passer de l'inflation de plus. Mais ce sont des slogans qui n'ont jamais été exécutés. C'est ça. C'est nulle aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'inflation. Sans t'interrompre. Encore que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Oui, oui. Il y avait un autre principe qui guidait toutes les actions de l'époque quand il disait que toute existence fondée sur la dépendance ne saurait préserver la dignité de l'homme et de celle du peuple. Autrement dit, c'était une interpellation à notre auto-responsabilisation dans tout ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, c'est que nous avons voulu faire des autres notre référentiel. Tout à fait. Les autres sont notre référentiel. Tant qu'on n'a pas soumis l'initiative à l'autre et qu'il l'ait approuvé, on est sceptique. Voilà notre échec économique a fait que nos gouvernants, à partir des années 90, ont reculé. Voilà. Ils ont reculé, ils ont pensé que les valeurs occidentales étaient les meilleures valeurs. Voilà. Et ils se sont soumis au dictat des fonds monétaires internationaux, de la Banque mondiale. On n'a pas cherché dans nos réserves, dans notre énergie interne, ce qu'il fallait faire pour le développement. Oui, mais il se trouve aujourd'hui que les luttes que nous avons, que ce soit les chefs d'État, que ce soit les autres leaders, tout le monde s'identifie soit à un président occidental ou tout ce que cela comporte. Vous avez vu par exemple, la Guinée a traversé la crise Ebola ici, mais le Sénégal a préféré envoyer, n'est-ce pas, des militaires dans les pays arabes pour aller soutenir que justement de venir à la rescousse de la Guinée qui est un pays très voisin. Je ne sais pas tout ça parce il y a une espèce de clin d'œil qu'on fait vers l'Occident. Je ne sais pas votre perception. Cela est une réalité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait un manque de solidarité africaine pour aller vers des gens qui ont plus de moyens que eux-mêmes. Donc cette approche d'africanité se pose en termes, à mon avis, de rêve. Le rêve des premiers leaders africains, que ce soit les panafricanistes, Dubois, que ce soit Kwame Nkrumah, que ce soit Modibo Keïta ou Ahmed Sékou Touré, ce rêve n'a pas été rendez-vous. C'est vrai que par rapport à la question, le président Macky Sall a eu beaucoup de déboires avec justement les Sénégalais par rapport à cette décision, mais elle a existé et à mon avis, par rapport à la Guinée, ça pose un petit problème d'africanité. Bon, maintenant on va évoluer. Aujourd'hui, il se trouve que l'Afrique est en convulsion. Vous regardez le Burundi, c'est-à-dire par ici, on est en train de discuter, c'est-à-dire la refonte des constitutions. Par là, ce sont des rébellions et les autres pays, il y a des systèmes de parrainage d'Occident. Alors qu'est-ce qu'il faut pour gérer cette nouvelle donne, cette mouvance que nous sommes en train de connaître aujourd'hui? Les crises que nous connaissons, à mon avis, sont assimilables à des crises de valeurs. C'est fondamentalement des crises de valeurs. Il est important, à mon avis, que nous revenions à un certain nombre de... Mais aujourd'hui, vous avez vu quand même, il y a le communautarisme qui est exacerbé. Oui, exactement. C'est parce que on n'a pas, au lendemain des indépendances et jusqu'à maintenant, on n'a pas pris le temps d'expliquer à nos populations c'est quoi la démocratie. Parce que tel que ça a été perçu, on n'a pas eu le temps d'expliquer suffisamment les principes et les valeurs de la démocratie. Et comment son instauration doit s'effectuer, s'opérer. Ça n'a pas été expliqué. On a simplement dit, nous entrons dans la démocratie, sans qu'il ait été suffisamment expliqué. Parce que les principes chez nous, la démocratie fonctionne sur la base à travers des structures qu'on a appelées des partis politiques. N'est-ce pas? Des partis politiques. Mais on n'a pas non plus expliqué aux populations et aux militants c'est quoi un parti politique. Qu'est-ce qu'un parti politique? Quelle est sa mission? Quelle est sa vocation? Comment doit-il fonctionner? Et quel est l'objectif, le but? Bien, on a dit que dans le parti, c'est seulement la conquête du pouvoir. Voilà la seule définition qu'on a donnée que les populations requièrent. C'est pour conquérir le pouvoir. Alors qu'à mon avis,
La démocratie est un régime qui privilégie le débat d'idées. Un échange d'idées autour du mode d'organisation et de gestion de la cité. Bon, il serait intéressant qu'un parti politique s'amuse de temps en temps à organiser un grand débat. Quelle politique de développement agricole il faudrait pour notre pays? Inviter tous les autres partis, on échange. Une autre fois, quel système éducatif il faut pour notre pays? Organisé par un parti. Voilà nous notre vision que nous avons de notre système, du système éducatif qu'il faut pour nous. Mais en tout cas, à ma connaissance, je n'en ai pas vu. Pas seulement en Guinée, mais un peu partout en Afrique. Les partis politiques ne sont pas des cercles de débat d'idées autour de l'organisation des politiques sectorielles, des stratégies de développement, etc. Mais tout le débat se focalise sur le processus électoral. Les élections, parce que la vocation, c'est la conquête du pouvoir. Je voudrais répondre et pour dire que je suis d'accord avec mon frère Balassé, c'est une crise de valeur. En 1945, le premier parti politique guinéen, c'était l'Amical Gillois Dieu. Après, il y a eu beaucoup d'autres partis qui étaient à obédience ethnique. Il fallait qu'on y réfléchisse. L'Union des Métis, l'Union soudanaise, etc. Il n'y a eu que des partis comme le PDGR, le Bloc africain de Guinée, qui ont eu un parti à caractère national. Mais tous les autres partis étaient des partis à caractère ethnique parce que les institutions appelées partis politiques ne font pas partie de notre culture. Yes. Puisque ça ne fait pas partie de notre culture et que l'État est le seul pouvoir d'emploi dans ce pays, les gens vont vers celui qui a le pouvoir. Voilà. Vous dites que les gens ne se battent que pour la conquête des partis politiques, ils ne se battent pas pour les valeurs. Il faut comprendre pourquoi. C'est ça. Pourquoi cela. Quand je suis là, je préfère que mon frère soit au pouvoir parce qu'il va m'employer quelque part et j'aurai une surface qui pourrait exister. Mais parti politique en tant qu'ensemble d'individus souscrit à une doctrine commune est inconnu dans notre pays. C'est méconnu. C'est méconnu dans notre pays. Il faut donc justement que l'élite africaine réfléchisse. C'est ça. Réfléchir et nous réfléchissons pour dire. Donc on va passer toute notre vie à réfléchir. Mais heureusement qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui sont très instruits dans ce pays, qui ont fait le diagnostic de tout cela. Il faut aller à l'action. Parce que ce qui est clair, c'est les lois qui ne sont pas appliquées. C'est les lois qui ne sont pas appliquées. Le peu de potentiel, de textes que nous avons, ils ne sont pas mis en application. Et il n'y a pas de garde-fou. Parce que quand on veut parler de démocratie et d'état de droit, la démocratie ne va pas à l'état de droit. Et l'état de droit, c'est l'équilibre des pouvoirs. Bien. Alors, il se trouve que la Révolution française est de 1789, ça fait donc plus de 2 siècles. Celle américaine est de 1776, plus de 2 siècles. Aujourd'hui, plus de 50 ans après de démocratie africaine, pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie ou bien c'est un échec, en tout cas au lendemain du sommet de la Bolle? Bon, moi, de mon point de vue, je ne suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie au regard des crises, combien multiples, qui secouent le continent, même pas la Guinée, qui secouent le continent. Imaginez les pays, combien de pays n'ont pas été sujets, qui n'ont pas été secoués par des crises d'ordre politique. Le Congo, le Kenya, la Somalie, le Soudan, etc., Libéria, Côte d'Ivoire, etc., etc. Le Burundi, n'est-ce pas, Rwanda, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'à mon avis, nous ne sommes pas encore sur la bonne voie. Voilà pourquoi je dis, le moment est venu de marquer une pause, de réfléchir avec humilité, avec beaucoup d'humilité, quelles sont les raisons profondes des crises qui secouent notre continent. Mais je dis bien avec humilité et objectivité. Parce que si on réfléchit avec humilité, on se rendra compte que c'est parce qu'on n'a pas su concilier nos valeurs africaines avec ce que l'Occident nous propose, qu'il y ait une bonne conciliation. Hein? Vous avez fait allusion à une des valeurs qui est en souffrance en Afrique, c'est la solidarité. Comment un pays qui est en souffrance par une maladie, l'autre dit non, il n'y a pas de... Vous voyez, ça ne ressemble pas à la culture africaine, ça. L'Afrique, c'est la solidarité spontanée. Quand tu vois la case de ton voisin qui brûle, il faut aller au secours parce que rien ne te dit que toi aussi, tu ne vas pas être atteint. N'est-ce pas? Donc c'est spontané. Dans nos pays africains, dans nos sociétés africaines, on dit que l'éducation d'un enfant n'incombe pas seulement à la famille biologique. Parce que l'enfant est considéré dans nos sociétés
comme le bien appartenant à toute la communauté. C'est ça la perception de base. On dit, il y a une formule, on dit que lorsque le coq appartient à un individu, mais lorsqu'il chante, c'est pour tout le village. Cela veut dire, si l'éducation d'un enfant réussit, ce n'est pas seulement sa famille biologique qui va en tirer profit, c'est toute la communauté qui va en profiter. Mais lorsque l'éducation d'un enfant échoue, ce n'est pas seulement sa famille biologique qui va être victime, c'est toute la communauté aussi qui va être affectée. Donc cela fait que l'éducation d'un enfant intéressait tout le monde. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, un enfant dans la rue, rapporté à la démocratie. Tu ne connais même pas l'origine de sa famille, tu le corriges là-bas et puis tu seras félicité par ses parents. Ah, merci beaucoup, l'enfant là, il n'y a pas de... Dans nos démocraties, on ne corrige pas les gens, on ne chicote pas, c'est interdit. Non, c'est le fond qu'il faut voir, pas la forme. Ah, vous pensez que ce n'est pas africain? Moi, je ne suis même pas d'accord avec ça. En tant que juriste, je suis d'accord avec vous. Oui. Moi, je sais que je suis pessimiste. Je ne dis pas qu'on est mal parti. Mais je suis très pessimiste. Parce que nous avons emprunté une voie très tortueuse sur des valeurs qui ne sont pas les miennes. Voilà. Il y a certaines valeurs qui riment avec la démocratie, qui riment avec l'état de droit. Moi, je ne pouvais pas fumer devant le père de mon copain. Voilà. Il me corrigeait, c'est pourquoi je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est ça. Les institutions démocratiques, l'état de droit, c'est autre chose. La démocratie, l'expression plurielle, la protection des droits humains, qui est très importante dans la démocratie, la protection des droits humains, ne veut pas dire que l'on doit faire atteinte aux valeurs. Bien, c'est des valeurs sacrées. Alors, Monsieur Béa, vous connaissez, vous aimez, vous êtes un professeur, vous aimez les universités. Alors moi, je vous propose justement un de nos partenaires. L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat, l'Institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Une opportunité pour la jeunesse estudiantine pour accompagner les réformes du secteur minier en Guinée et dans le monde. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. L'université Roi Mohamed VI vous accueille chaque année à bras ouverts. À l'université Roi Mohamed VI, nous sommes formés pour le culte de l'excellence. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée. Bon, monsieur, docteur, vous avez fait le constat que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Monsieur Béa pense justement Monsieur Béa est pessimiste. Alors, quelle solution, avant de nous quitter, vous entrevoyez par rapport à cette problématique que nous connaissons aujourd'hui, de notre démocratie toujours en perpétuelle convulsion, avec justement des barricades ici, n'est-ce pas, des jets de bière par là, des bris de glace, c'est-à-dire des attaques à main armée et même des morts. Comment est-ce que, quelle solution on peut entrevoir? Il est important que les élites en général, et particulièrement les leaders politiques, aient un sursaut de sagesse se traduisant par une capacité d'élévation du niveau du débat ou... Voilà. D'élévation du niveau du débat. De ne pas focaliser le débat seulement autour du processus électoral. Dans nos pays, en termes de démocratie, on ne parle que d'élection. Seulement élection. Élection présidentielle, élection législative, élection communale, locale. On ne parle que de ça. Or, moi, je me dis que la vocation, l'objectif de la démocratie, c'est une étape, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est l'économie. Les élections. Oui. À mon avis, la démocratie est faite pour aller au développement, aller au bien-être de la population, de la communauté, de la nation. Donc, mais lorsqu'on passe tout le temps, rien que sur le débat électoral, le processus électoral, on ne parle pas
quel va être le modèle de développement pour l'agriculture, pour le système éducatif, pour la santé, pour l'industrie, etc. On ne pense pas. Ça me fait problème. Ensuite, on devrait accorder un temps important à la formation et à l'éducation des militants au sein des partis politiques. J'ai dit tout à l'heure qu'un parti politique est d'abord une structure d'éducation et de formation des militants aux principes et aux valeurs de la démocratie. C'est encore normalement, nos dirigeants politiques devraient être les premiers à réagir contre tous ceux qui ont usé de la violence lors d'une manifestation. Bien, monsieur. Mais quand le doyen parle, il y a très peu de mots à placer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la construction de la nation se fait tous les jours. Et Ernest Renan a dit dans une célèbre conférence dans sa monde que la nation est un mystère à Dieu. C'est un ensemble d'individus vivant sur un territoire et un ministère et voulant vivre ensemble. La volonté de vivre ensemble est importante pour créer la nation. Si nous voulons avoir le bien commun, qui est la République républicaine, il faudrait que nous ayons cette volonté commune de vivre ensemble. Si nous n'avons pas cette volonté commune de vivre ensemble, nous serons toujours en péril. C'est notre existence même qui sera en péril. Comme il a dit, il faut donc réfléchir sur nos échecs. Et réfléchir sur nos échecs, c'est faire preuve d'humilité. Mais la vanité humaine fait que les gens pensent qu'ils sont toujours sur le droit public. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Ce pays qui était appelé, qui est appelé le château de haut de l'Afrique occidentale, ce Conakry qu'on appelait la perle de la côte ouest africaine, ce pays qui a tout pour son développement économique n'arrive pas à sortir du barrage économique parce que les peuples et les citoyens de ce pays ne s'entendent pas. Quand je vois les premières constitutions, ce sont des gens venus de partout dans ce pays qui ont formé la première Assemblée nationale, qui ont voulu créer la nation humaine. Il faudrait donc aujourd'hui, ceux qui sont les leaders d'opinion, ceux qui sont les leaders politiques, les leaders dans les syndicats, fassent en sorte que nous faisons ce que Ernest Renan a dit, créer ce ministère agréable qui est la nation. Amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie. L'émission a porté sur tradition et modernité en termes de démocratie. Quel exemple l'Afrique pouvait justement apporter à la mondialisation? Je pense que la question a fait l'objet ici d'un débat particulièrement intéressant et que vous avez été particulièrement bien servi. En tout cas, nous avions reçu ici même au plateau de la télévision nationale M. Ibrahima Béavogui. Il est constitutionnaliste, il est professeur de droit et il est chargé de communication au ministère de la Justice. Avec lui, Dr Toba Banassé, il est coordinateur du cercle de réflexion portant sur la tradition et le développement. Il est écrivain, il était dans cette émission Justice et démocratie. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.